Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de la CFDT Cadre pendant cette semaine de lutte contre l'illettrisme. Alors aujourd'hui, nous avons 1 heure de webinaire sur la question de agir contre l'illettrisme au travail. C'est la CFDT Cadre qui l'organise, donc avec l'idée que les managers, les responsables d'équipe, de proximité, ont aussi à s'engager en faveur de ces actions de lutte contre l'illettrisme. Et c'est l'objet de ce séminaire, à la fois comprendre ce dont on parle quand on parle d'illettrisme, mais surtout avoir des éléments, des outils pour agir directement au quotidien dans son travail. 1 400 000 personnes âgées de 18 à 65 ans, donc vraiment le moment de la période d'activité, sont confrontées à l'illettrisme aujourd'hui en France. 55% sont en emploi, dont la moitié a plus de 45 ans, et tous les secteurs professionnels sont concernés. Dans la société fracturée dans laquelle nous vivons aujourd'hui, la CFDT Cadre doit vraiment jouer son rôle d'acteur du travail contre l'exclusion de ces personnes-là, illettrées ou en situation d'électronisme, en donnant vraiment des repères aux managers et aux animateurs d'équipe. C'est la seconde fois que nous organisons cette action dans le cadre des semaines annuelles de lutte contre l'illettrisme. Nous avons donc 1 heure avec Hervé Fernandez, qui est directeur général de l'ANLCI. Bonjour à Euh, toutes et bonjour à tous. voilà. Avec Lamia Halal, qui est chargée de projet, chargée de développement des compétences, sur les questions de développement des compétences et de lutte contre l'illettrisme. Merci Lamia d'être présente. Et Virginie Lamontagne, qui est chargée de communication et des partenariats. Alors c'est important cette dimension de partenariat parce que souvent les personnes aujourd'hui qui sont présentes et qui sont syndicalistes sont en contact, siègent dans différents conseils d'administration, dans différentes associations, et donc il est important aussi, en tant que syndicaliste CFDT Cadre, d'agir en réseau et en réseau associatif sur toutes ces questions-là. Mais pour commencer, c'est vrai qu'on a vraiment envie de laisser la parole aux personnes en situation d'illettrisme ou travaillant avec ces personnes en situation d'illettrisme. Donc, je vous propose un petit témoignage, voilà, sur la manière dont ils vivent cette situation au travail. Je suis née à Madagascar et j'ai grandi à l'île de la Réunion. Je travaille au centre hospitalier Lyon-Sud. Je travaille à la station de Saint-Priest. Mes difficultés, moi, c'est la prise de parole en groupe, le manque de confiance en moi et le stress. C'est vraiment la confiance en moi, m'ouvrir avec tout le monde, avoir de la communication, ne pas peur de s'engager. J'ai pas les mots professionnels pour m'exprimer ou pour expliquer une situation. Moi, elle m'a dit, Marie-André, il y a un projet qui va se mettre en place au sujet d'une formation. Est-ce que vous vous intéressez? J'ai dit, bah oui, il n'y a pas de souci. Ça, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, Ça sert pour le travail parce que j'écris au travail. Ça a changé énormément parce qu'aujourd'hui, moralement, franchement, je me sens confiante, je me sens forte et je sens que je suis, même autour de moi, même mes collègues me disent que voilà, ça se voit que cette formation m'a donné beaucoup de force, beaucoup de bagages pour avancer. Il fallait que je continue la formation pour pouvoir apprendre et puis avoir l'autonomie aussi. J'aimerais bien diriger une équipe, parce que j'aime bien le relationnel,
Moi, j'aime bien déjà en particulier aider mes collègues. C'est une formation que je conseille à des gens comme moi. Il n'y a pas d'âge, de toute façon, pour apprendre, on apprend toujours. Hein. Oui, c'est une formation vraiment enrichissante. Voilà, vous avez découvert ce film, ce témoignage. Euh, je voudrais vraiment remercier la CFDT Cadre d'avoir pris le soin d'organiser ce webinaire. Vous remercier toutes et tous d'avoir pris le temps de vous y associer. C'est au fond vraiment ce qu'on cherchait à faire quand on a imaginé la dynamique des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Euh, Chaque année, début septembre, mettre en lumière ce problème de l'illettrisme qui est présent partout mais qui est invisible pour que les personnes concernées, leur entourage, ceux qui travaillent avec elles et ceux qui vivent avec les personnes puissent avoir idée que l'illettrisme existe et avoir idée aussi connaissance des solutions qui sont proposées à ces personnes. C'est vraiment le sens qu'on donne aux Journées nationales d'action contre l'illettrisme et ce webinaire s'inscrit dans ce mouvement. Donc vraiment, on salue votre mobilisation cette semaine. Avant d'aller plus loin dans la, la mise à disposition de données chiffrées, la mise à disposition de solutions, nous pensons qu'il est très très important d'avoir les idées claires et de poser un peu le cadre et de savoir de quoi on parle quand on parle d'illettrisme. Peut-être que vous avez entendu ce dimanche Jean Viard sur France Info parler de l'analphabétisme et de l'illettrisme. Il a consacré 5 minutes de chronique sur ces thématiques. Et vous avez dû entendre que l'analphabétisme concerne des personnes qui n'ont jamais été scolarisées du tout. Il y a un mouvement dans le monde, 700 millions de personnes qui n'ont pas été scolarisées, un mouvement d'alphabétisation. Euh, donc on parle d'analphabétisme pour des personnes qui n'ont jamais été scolarisées. La France se distingue en ce sens qu'elle met en lumière la situation des personnes qui ne maîtrisent pas les compétences essentielles pour être autonomes dans la vie quotidienne, comprendre une consigne de travail en la lisant, inscrire ses enfants à la cantine sur un formulaire en ligne, prendre un rendez-vous sur Doctolib. Donc ces personnes ne maîtrisent pas ce socle fonctionnel utile pour être autonomes dans la vie quotidienne, alors qu'elles ont pourtant été scolarisées. Certaines ont été scolarisées dans notre pays. On va parler de situation d'illettrisme. Et puis d'autres personnes ont été scolarisées dans d'autres pays et s'installent, ne parlent pas notre langue. Et pour elles, on a une approche qui est celle du français langue étrangère, du français langue seconde. Donc quand on parle d'1,4 million personnes confrontées à l'illettrisme dans notre pays, on va s'intéresser aux personnes qui ont effectué leur scolarité en France et qui ne parviennent pas à se débrouiller dans la vie quotidienne tout seuls, dès lors qu'elles doivent manier la lecture, l'écriture. Et on va le voir, on étend aussi ce socle à la question du numérique, à l'usage du numérique de base, à l'usage du calcul aussi. Donc je ne peux pas vous parler d'électronisme sans faire un coucou à Elie Maroun qui s'est connecté, je crois, à ce webinaire, parce que je l'ai vu dans la liste des participants qui était collaborateur à l'agence et qui a pris sa retraite et qui a beaucoup œuvré au sein de l'agence et dans le paysage de la formation pour que on puisse prendre en compte cette dimension essentielle, la capacité à pouvoir manier l'usage du numérique pour être libre, autonome aussi dans la vie quotidienne. Et cette intuition qu'il a eue dans le passé, elle a trouvé une force certaine aujourd'hui avec le raz-de-marée numérique, les services publics numériques, les transformations au travail qui viennent percuter la situation des salariés les plus fragiles. Donc il y a quelque part une forme de mise en insécurité ou de menace sur des personnes qui ne maîtrisent pas ce socle de compétences de base. Mais il y a aussi une opportunité fantastique, c'était aussi un des thèmes de la chronique de Jean Viard sur le fait que le numérique peut être utilisé comme un levier pour apprendre et avancer. Ce sont des choses très concrètes, c'est-à-dire que quand on demande à des salariés de continuer à se former,
avec l'outil numérique quand on leur propose de voter aux élections professionnelles. On peut faire le constat qu'une bonne partie de ceux qui ont un petit bagage scolaire, qui s'est effrité au fil du temps, ou qui n'ont pas de diplôme, ou qui ont des diplômes de tout premier niveau, eh bien, ceux-là n'ont pas de boîte mail, ne sont pas à l'aise pour utiliser le numérique. Et donc, on voit bien qu'il y a un enjeu très important, que les deux phénomènes, illettrisme-électronisme, sont présents dans les entreprises. Et certaines personnes peuvent cumuler des difficultés d'illettrisme et d'électronisme. Toutes les personnes en situation d'électronisme ne sont pas en situation d'illettrisme. Il y a des effets de génération, mais beaucoup de personnes en situation d'illettrisme ont aussi cumulent des difficultés avec l'électronisme. Alors, ce problème de l'illettrisme, il n'est pas récent, ça fait un moment qu'il existe, qu'on a cherché à le mesurer, qu'on a mis en place des stratégies pour le faire reculer. Donc, on sait qu'une bonne façon de faire reculer ce problème, c'est de tout mettre en œuvre pour que les enfants sortent de l'école en maîtrisant la lecture, l'écriture, le calcul, les compétences de base. On sait que la pauvreté pèse beaucoup, détermine beaucoup les parcours scolaires, qu'il y a encore des différences sur les territoires qui sont très fortes selon qu'on grandit dans les territoires d'outre-mer, selon qu'on grandit dans les quartiers pauvres ou ailleurs, et que l'illettrisme a beaucoup à voir avec l'âge. Tout ça, on va vous le présenter, mais agir dans ce domaine, c'est faire appel à des ressources très différentes. Vous êtes concerné vous-même, puisque vous évoluez avec des personnes potentiellement confrontées à l'illettrisme, les entreprises qui vous emploient le sont aussi, les pouvoirs publics le sont, les collectivités, le ministère de la Culture qui fait la promotion de la lecture à travers avec des collectivités, l'animation du réseau des bibliothèques, de la lecture publique a quelque chose à faire pour faire reculer l'illettrisme, l'école, enfin les familles, beaucoup de partenaires peuvent jouer un rôle clé. Et donc la mission de l'agence qu'on anime avec Lamia, Virginie et 35 autres personnes, c'est celle-là, c'est celle qui consiste à réunir tous ces partenaires pour qu'ils fassent cause commune, qu'ils se mettent d'accord sur des définitions, qu'ils se mettent d'accord sur un cap qui est donné à la lutte contre l'illettrisme, et puis pour que chacun, dans son domaine de compétences, puisse faire quelque chose. Le rôle de l'agence, c'est de mettre à disposition ce qui leur manque pour que l'action puisse se développer. L'agence est présente maintenant sur les territoires, donc on imagine l'approche un peu managériale, un peu comme peuvent l'envisager les Danois ou les Anglo-Saxons, on va dire, sous forme d'un soutien qu'on peut apporter les uns aux autres, et non pas de façon pyramidale ou, vous voyez, descendante. Donc, tout le travail de l'agence, tout l'ADN, tout notre ADN, c'est d'être tourné vers ceux qui peuvent faire quelque chose pour les mettre en capacité d'agir. Et cette équipe, je le disais, est présente maintenant sur les territoires à vos côtés. Elle s'est étoffée, et on est très heureux d'avoir pu étoffer cette équipe avec la force aussi, l'énergie et la présidence qui est assurée par Christian Janin, qui est peut-être ce nom vous dit quelque chose, et donc il a conduit voilà, on a obtenu grâce à lui des moyens supplémentaires pour pouvoir être présent sur les territoires. On a aussi, je le disais, notre valeur ajoutée, c'est d'apporter de l'outillage, c'est d'observer aussi ce qui se passe. Donc là, Virginie va vous présenter à l'instant les résultats de l'étude qui a été conduite par l'Observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme tout récemment, puisqu'on a une enquête qui vient d'être rendue publique par l'INSEE. On a exploité ces données. On va vous présenter ça à l'instant. Le rôle de l'agence est aussi de coordonner, de faire le lien entre tous ceux qui peuvent agir. Et enfin, on l'évoquait, de mettre à disposition ce qui manque pour que l'action puisse se développer. Donc sachez qu'on sera vraiment toujours à vos côtés. On sait que les outils ne manquent pas aussi au sein de la CFDT, parce qu'il y a toute une série de plateformes de services aussi qui sont mis à disposition avec des contenus qui avaient été forgés de façon en coopération avec vous. Il y a une dynamique qui est engagée, et cette dynamique, elle accompagne des transformations qui sont un peu violentes, un peu brutales en ce moment, qui ont à voir avec le monde du travail. Et on sait que ces transformations, elles touchent en premier, je dirais, les plus fragiles dans l'entreprise.
Et donc, le message que je voudrais vous faire passer en conclusion, c'est que votre rôle, votre implication, quel que soit son niveau, je dirais, elle est essentielle. Mais le fait que vous soyez déjà familiarisé avec cette existence de l'illettrisme, de l'électronisme, que vous preniez conscience de l'existence de ce phénomène, ça change tout. C'est vraiment la portée qu'on veut donner à ces journées nationales. Donc, je vais proposer à Virginie maintenant de vous donner un éclairage sur les chiffres disponibles pour que vous puissiez vous rendre compte de l'ampleur des besoins dans la population. Je vous remercie de votre attention. Merci Hervé. Alors juste un point pratique, puisque je vois des questions dans la conversation, mais malheureusement, je n'y ai pas accès. J'ai un message qui me dit que la conversation n'est disponible que pendant la réunion, donc je réponds via le module questions-réponses jusqu'à possibilité de faire autrement, Alexandre. Voilà. Alors je vais faire assez vite, puisque nous avons proposé un webinaire complet dont on vous donnera le lien vendredi dernier pour une présentation de ces chiffres, avec la première infographie de l'Observatoire national de l'illettrisme et de l'électronisme qui est accueilli par la NLCI depuis septembre dernier. Donc, s'agissant des chiffres clés, pour faire écho à ce qui vient d'être dit, d'abord un très court mot sur la méthodologie de l'enquête. En fait, il s'agit toutes les données de la publication qui vous seront présentées sont produites à partir d'un module dit compétences de l'enquête formation tout au long de la vie de l'INSEE, qui a été conduit auprès de plus de 16 000 personnes entre septembre 2022 et mars 2023. Donc, ce sont des personnes enquêtées qui sont âgées de 18 à 64 ans et qui sont dans tous les territoires, métropoles et outre-mer, et qui résident dans des ménages dits ordinaires. Donc, on est vraiment sur des notions de foyer. Donc, cette enquête nous apprend d'abord, parmi les chiffres clés, que 4%, on l'a dit, de la population des personnes âgées de 18 à 64 ans sont en situation d'illettrisme. On parle là vraiment de l'incapacité à lire et à écrire, soit 1 400 000 personnes concernées ayant débuté leur scolarité en France. Et au-delà de la mesure de l'illettrisme au sens strict, cette enquête a permis de donner également des indications sur les personnes qui ne maîtrisent pas les compétences en calcul, qui sont entendues là par l'innumérisme. Donc, cela concerne 9% des personnes, soit 3 200 000 personnes. Et si l'on prend cette fois la part des personnes qui éprouvent d'importantes difficultés dans au moins l'une des 4 compétences testées, à savoir identifier les mots, comprendre ce que l'on lit, écrire et compter, on arrive cette fois à 10,5% de personnes, soit 3 700 000. Voilà, on vous donnera encore une fois tous les liens utiles dans la conversation. Il y a 2 fois plus de personnes en forte difficulté de calcul, donc en forte difficulté à l'écrit. Parmi elles, pour en savoir plus sur les âges des personnes, 52% des personnes en forte difficulté ont plus de 45 ans. Donc le graphique vous permet de voir un peu le découpage par tranche d'âge. Et puis, s'agissant des femmes, on sait que 6 personnes sur 10 en difficulté sont des femmes, un constat qui s'explique par le fait que les femmes sont plus nombreuses à avoir des difficultés en calcul, en numératie. Et pour la part qui vous intéresse tout particulièrement, on est toujours sur une évolution à peu près similaire à celle de l'enquête 2011-2012, puisque plus de la moitié des personnes en grande difficulté avec les compétences de base sont en emploi. Alors, on est allé plus loin avec cette enquête, puisqu'on sait que les ouvriers et les employés représentent donc 70% des personnes en emploi qui rencontrent des fortes difficultés avec les compétences de base. Et sur la question du temps de travail, un travailleur sur 5 qui rencontre des difficultés avec les compétences de base travaille à temps partiel. 1 personne sur 10 est en intérim. Et là, on est sur la question des demandeurs d'emploi, est en CDD ou intérimaire, voilà. Et sur la question des demandeurs d'emploi, ce sont des Zooms qu'on va proposer notamment très fortement demain, 10 septembre. On va publier sur les réseaux sociaux et en partenariat avec le réseau France Travail toute une série de connaissances actualisées sur ce sujet. Donc 18% en forte difficulté parmi les demandeurs d'emploi. Et si l'on considère les demandeurs d'emploi de longue durée, cette fois on passe à un quart, 25% de demandeurs d'emploi de longue durée en forte difficulté. Voilà. Alors, s'agissant des démarches administratives, là, c'est vrai que l'enquête porte principalement sur les dimensions
d'illettrisme et d'innumérisme, puisque on a sondé plutôt à travers cette enquête, à travers le panel de questions qui étaient posées aux personnes, on a sondé leurs usages d'Internet et leur autonomie dans les démarches administratives. Donc, plus d'un quart, 28%, ne réalisent pas de démarches administratives seuls, contre 11% pour le reste de la population. Et 61% réalisent donc des démarches seules sur Internet, alors que là, c'est un écart très important. On compte 85% de personnes pour le reste de la population qui peuvent réaliser des démarches seules sur Internet. Enfin, on a à travers l'infographie, on va vous proposer le lien direct, mais c'est en ligne vraiment une sur le site anlci.gouv, l'infographie complète. On a mesuré également d'autres facteurs de risque avec cette enquête, avec quid de la question des familles monoparentales, des revenus des ménages, des foyers bénéficiaires du RSA, des niveaux de diplôme des personnes. Encore une fois, ce sont des informations que vous allez pouvoir suivre chaque jour pendant les journées nationales d'action contre l'illettrisme jusqu'au 15 septembre. On va vraiment mettre la focale sur l'une des thématiques très spécifiques et aux côtés de nos partenaires. Donc, ce sont des chiffres clés que vous allez voir remonter toute la semaine et puis on vous place tous les liens utiles en commentaire. Voilà, ensuite on prendra les questions en fin de webinaire comme annoncé, mais je propose maintenant à Lamia de passer au volet des diagnostics et solutions. Merci beaucoup Virginie. Donc, alors, par rapport à l'illettrisme et l'électronisme dans le monde du travail, il est important d'aborder donc ces questions, de traiter surtout ces sujets donc qui touchent bien sûr l'activité et surtout de faire le lien entre compétences collectives et compétences de base. Et on sait très bien que les répercussions, les impacts de l'illettrisme et de l'électronisme dans le monde du travail sont quand même assez importantes. La non-action peut coûter aussi cher que l'investissement. Et pour commencer, je vais vous présenter voilà, donc là des exemples, hein, donc on mettra à votre disposition donc la présentation. Je vais vous citer juste un exemple. Si on prend un chargé de maintenance qui est en grande difficulté avec ses compétences de base et qui est équipé d'un outil numérique collaboratif, il peut rencontrer des difficultés pour recevoir ses ordres de mission, assurer une veille technique, réaliser des diagnostics via des applications, gérer les commandes de matériel et de prestations, assurer la sécurité du lieu d'intervention, faire son reporting d'activité, formaliser donc les normes de sécurité, établir un plan d'intervention, etc. C'est en réalité, généralement, ces personnes, donc les personnes en situation d'illettrisme et encore plus les salariés, développent beaucoup de stratégies d'évitement, de contournement qui permettraient donc surtout de cacher leurs difficultés. Et tout changement d'espace de travail, d'outils de travail, de rythme, voire même de manager, peut engendrer donc des difficultés pour la personne. Surtout, c'est que ces salariés, généralement, développent des routines défensives et le jour d'un changement, ça implique forcément des difficultés pour les salariés et les répercussions et les incidences sont importantes. Les répercussions et les incidences sont au niveau individuel du salarié, puisque là, les salariés en situation d'illettrisme ou d'électronisme sont souvent confrontés à des difficultés pour évoluer dans leur carrière. Ils peuvent avoir du mal à accéder à des formations, à comprendre des consignes écrites ou à utiliser des outils numériques, ce qui limite leur possibilité de promotion ou d'accéder à des postes plus qualifiés. Ils sont également plus susceptibles d'occuper des emplois précaires ou faiblement rémunérés. Là, la photographie présentée tout à l'heure a bien montré que ce sont les salariés en CDD et intérimaires qui sont également les plus touchés. De même, donc, ces salariés peuvent ressentir un fort sentiment d'isolement et de honte, ce qui les pousse souvent à cacher leurs difficultés. Ce que je disais tout à l'heure, ils vont mettre en place des stratégies de contournement et d'évitement. Cette situation peut entraîner une diminution de l'estime de soi et un retrait progressif
de la vie sociale au travail. Le manque encore plus des compétences numériques aggrave cet isolement, surtout dans un contexte où les outils numériques sont omniprésents. On prend un exemple, on sait que dans les entreprises, tout ce qui est, on met en place le coffre-fort numérique, on envoie des notes de service via donc l'intranet. Les salariés qui ne maîtrisent donc ni la lecture, ni l'écriture, encore moins les compétences numériques, se retrouvent isolés et n'en sont pas au courant que via les explications de leurs collègues de la situation et des changements au sein de leur entreprise. De même aussi, on peut dire que ces difficultés au niveau de la lecture et de l'écriture ou de l'utilisation des outils numériques peuvent générer du stress et de la fatigue chez vraiment les salariés. Ils doivent fournir un effort supplémentaire pour accomplir des tâches qui sont simples pour leurs collègues, ce qui peut conduire une surcharge cognitive, voire même donc de la frustration, de la peur de la part de ces salariés, ou même une baisse de la productivité, puisqu'on va faire appel à ses collègues pour faire à la place d'eux, ou avec des glissements de fonctions, ou parfois c'est les managers qui se retrouvent à réaliser certaines tâches ou à même aller dans un surcontrôle pour donc vérifier le travail. Au niveau collectif, donc, et au niveau des équipes et de l'entreprise, l'illettrisme et l'électronisme peuvent ralentir les processus de travail, car les salariés concernés prennent plus de temps pour accomplir des tâches simples ou pour comprendre les consignes. Cela peut entraîner une baisse globale de cette productivité, une augmentation d'erreurs, ce qui impacte directement ici la performance de l'entreprise. Le risque également d'accidents et d'erreurs est très important. Dans certains secteurs, l'incapacité à comprendre des instructions écrites ou à utiliser des outils numériques de manière efficace peut augmenter le risque d'accident du travail. Moi, j'ai un exemple très concret d'un grand groupe qui s'est retrouvé dans une situation très délicate puisque le chef d'équipe s'est retrouvé vraiment à malheureusement faire une erreur donc très importante lors de la mise en route d'une machine, tout simplement parce que le processus de sécurité et le mode d'emploi n'étaient pas donc présents et il n'a pas su le demander et voir donc le lire. Donc ça peut engendrer vraiment des incidences au niveau de la sécurité et vraiment de la sécurité au travail, de l'hygiène au travail. D'autres donc vraiment incidences et répercussions, c'est le manque de compétences de base peut amener le salarié à demander toujours de l'aide aux collègues, voire au manager quand il y a une relation de confiance, et ou à demander de l'aide ou parfois à éviter, à s'absenter pour pouvoir ne pas réaliser certaines tâches. Les entreprises doivent souvent donc investir dans des formations spécifiques et obligatoires. Toutefois, certains salariés en difficulté avec ces compétences de base risquent de ne pas assimiler les exigences réglementaires. On prend le cas donc des habilitations électriques ou les formations état des lieux. Beaucoup de gardiens d'immeubles donc, qui sont formés sur donc, la réalisation d'état des lieux, à la fin de leur formation, après leur formation, ne sont pas capables de réaliser correctement les visites de conseil ou les états de lieux, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à lire et donc les documents des états d'état des lieux, encore moins à intégrer les éléments dans leur application métier, ce qui peut représenter un coût important, mais souvent donc sans retour sur investissement. Donc le manque de ces compétences peut entraîner également une rotation plus élevée du personnel, des coûts de recrutement accrus et une réduction de la compétitivité. Cela
comme je l'ai dit tout à l'heure, peut entraîner des glissements de fonction, du surcontrôle, donc du surcoût, ce qui fait que généralement, le coût de l'illettrisme vraiment peut être très important. Donc l'inaction peut coûter très cher pour une entreprise. Je vous donne un petit témoignage d'un manager par rapport à cette problématique de stratégie de contournement. Pour contourner les difficultés, on fait beaucoup d'oral, on fait du visuel, on fait des affiches, des mémos, voire même on crée des référentiels pour pouvoir permettre aux salariés à réaliser sa tâche. On s'adapte à eux, à leur niveau, on invente des techniques. Donc, c'est l'inaction, du coup, le non-engagement dans la formation amène aux managers, aux collègues, aux salariés de développer de nouvelles stratégies qui coûtent très cher pour le salarié, mais également pour l'entreprise. Je pense que Lamia vous disait que, en fait, il y a eu des études qui ont été faites sur le coût de l'illettrisme, le coût caché, et on peut dire que c'est entre 3 et 6% de la masse salariale, le coût caché de l'illettrisme. Et Lamia devait vous dire que l'investissement qu'on peut consentir par le recours à la formation, mais peut-être par des mesures aussi toutes simples, un peu d'ergonomie, mais par le recours à la formation, est toujours beaucoup plus important que le coût, comment dire, le retour sur investissement qu'on peut consentir est beaucoup plus important que le coût de l'illettrisme lui-même, hein. Donc et l'investissement est toujours moindre en dessous du coût caché de l'illettrisme. On a vu quel pouvait être l'impact des actions, puisque Lamia a piloté une expérimentation qui a été conduite sur une dizaine d'entreprises. On les a accompagnés avec les moyens du plan d'investissement dans les compétences pour voir comment elles s'y prenaient pour mettre en place des plans d'action pour leurs salariés. C'était des grosses entreprises, des petites entreprises. Il y a une pépinière du Sud-Est, mais il y a aussi Burger King, il y a d'autres grosses entreprises, Sodexo par exemple. Et on a bien vu comment, en mettant en place des solutions pour les salariés, il y avait déjà des effets qui se produisaient sur le bien-être au travail, bien sûr, parce qu'on pense que derrière cette action, on a pu l'objectiver avec la mesure des premiers impacts. Les salariés sont moins stressés au travail, ils ont moins peur de se tromper. Lamia, je te laisse prendre le relais. Okay. Merci Hervé. Est-ce que je garde la présentation? Je continue la présentation ou... Je l'ai déjà partagée. Ah, très bien. J'ai repartagé, ouais. Merci Hervé. Donc, je suis désolée, il y a eu une petite coupure. Voilà. C'est vrai que ce que disait Hervé, donc les coûts de l'illettrisme, les coûts cachés donc de l'illettrisme sont très importants. En revanche, l'action a ses bénéfices et impacts sont très importants, puisque on a vraiment des bénéfices pour le salarié, pour le manager, comme pour l'organisation. Pour le salarié, les bénéfices, donc vraiment, ce qui revient souvent, moi j'ai vu énormément de salariés formés et tout qui, à la fin de leur formation, quand on leur pose la question, qu'est-ce que cette formation vous a apporté le plus? Ce qui ressort vraiment, tous sans exception, c'est la question de l'estime de soi et de la confiance en soi. Ils disent j'ai plus confiance en moi, j'ai plus donc d'estime dans ce que je fais, dans vraiment j'ose maintenant demander de l'aide si besoin, j'ose demander des formations, j'ose m'exprimer dans une réunion. Et même, j'ose exprimer mon point de vue et faire des propositions. Donc, la question de l'estime de soi, elle est très, très importante. Autre chose aussi, c'est la question de meilleures opportunités de carrière. Des salariés formés, ce sont des salariés susceptibles d'évoluer dans leur entreprise. Ce sont des salariés qui peuvent choisir de monter en compétences, accéder à une VAE, accéder aussi, pourquoi pas, à un changement de projet, accéder à des postes de responsabilité. Et un point qui est très, très important pour le salarié, la question de l'autonomie. L'autonomie au niveau professionnel, certes, donc forcément
accéder à l'intranet, accéder au coffre-fort numérique, accéder donc à tout ce qui est en lien avec l'emploi, mais également l'autonomie dans sa vie personnelle, puisque c'est une manière de sortir de son exclusion et d'être intégré pleinement dans la société, avec l'aide de devoirs pour ses enfants, accéder aux droits, hein, donc le droit à la santé, le droit donc, dans la réalisation de ses démarches administratives, etc. Le bénéfice pour le manager, il est aussi important puisque là, la question d'amélioration de la productivité, hein, donc un salarié vraiment plus autonome, donc c'est un salarié qui va réaliser correctement ses tâches, c'est un salarié qui va donc faire correctement dans les temps impartis, qui va savoir gérer ses priorités, etc. Donc, c'est un manager qui ne va pas faire à la place d'eux, qui ne va pas surcontrôler et qui va faire confiance encore plus à son salarié. Et forcément aussi, le manager qui va jouer un rôle clé dans la formation et le développement des compétences de son équipe, puisque en soutenant des initiatives comme celle donc, de la lutte contre l'illettrisme, il va renforcer son rôle de leader capable d'accompagner et de faire progresser ses collaborateurs. Pour l'entreprise, les bénéfices sont aussi importants puisqu'on est sur la question de la qualité. La formation et l'action ont vraiment un impact sur la qualité et sur la compétitivité, sur forcément la réduction des coûts, puisque plus de rapidité, plus de productivité, moins de stratégies d'évitement, moins d'absence, moins donc de contournement, et du coup, on fait moins appel aux autres et on va renforcer l'image de marque de n'importe quelle autre entreprise. Surtout dans un temps là actuel où les entreprises peinent à recruter, à fidéliser des salariés. Là, le salarié qui est formé, qui est accompagné, reste dans son entreprise et va être donc plus fidèle et surtout de ne plus beaucoup s'absenter aussi au travail. Donc, on est également sur la question d'adaptation au changement. On sait que surtout depuis la crise sanitaire, les transformations du monde du travail, des fonctions, on n'est plus sur des fonctions monotâches. Maintenant, on demande aux salariés de savoir s'adapter, de savoir agir en situation. Et du coup, donc, l'adaptation aux transitions et transformations numériques très important, mais également aux transitions donc écologiques, puisque c'est une responsabilité sociétale et le salarié qui comprend les consignes, qui comprend les protocoles, c'est un salarié qui fait correctement sa mission, réalise correctement sa mission et c'est un salarié qui sera bien dans sa peau. Et du coup, donc, on peut dire que l'action, elle est beaucoup plus importante que l'inaction, puisque l'inaction coûte, ce que disait tout à l'heure Hervé, 2 à 6% de la masse salariale annuelle d'une entreprise. En revanche, l'action va renforcer la qualité de vie, conditions de travail, fidéliser les salariés et permettre à toutes les équipes, aux forces vives d'une entreprise de grandir ensemble. On va se dire maintenant, bon, comment agir? Et là, pour agir, il y a des moments clés, vraiment des étapes clés et des outils importants. Les étapes clés, on peut les résumer en 4. L'importance de la sensibilisation et de la communication. Sensibiliser les managers, là, la CFDT donc présente grâce à ce webinaire une première sensibilisation, c'est donner les moyens pour agir et impliquer tous les acteurs d'une entreprise, managers, mais également RH, représentants de personnel, parfois même salariés et collègues. Communiquer, c'est aussi permettre de convaincre et mobiliser autour vraiment des compétences de base qui sont un atout pour devenir acteur dans son entreprise et surtout autonome dans sa vie personnelle et professionnelle. La deuxième étape, c'est détecter et repérer. C'est mesurer les risques, repérer et objectiver les besoins pour mieux mobiliser. Objectiver les besoins de l'entreprise,
avec l'analyse des coûts cachés, avec l'analyse vraiment des situations d'illettrisme et mesurer ces risques-là, mais également objectiver les besoins des personnes via des outils comme par exemple l'outil EVA qui permet de vraiment objectiver les besoins du salarié de manière bienveillante et en mettant en avant les capacités et les compétences de la personne. La troisième étape, c'est de mettre autour de la table des acteurs clés pour former et accompagner les salariés. Former et accompagner dans un contexte professionnel et aussi pour vraiment leur permettre d'accéder à leurs projets. Donc, rattacher ça à des projets stratégiques, par exemple, pour l'entreprise, projets de changement et tout, mais également les projets personnels du salarié. Et la dernière étape, c'est l'évaluation et les mesures d'impact, parce qu'il n'y a pas vraiment mieux que les résultats et l'impact de ces actions, la parole des salariés formés pour pouvoir mobiliser d'autres à y aller et d'éviter ces stratégies de contournement et d'évitement et de sortir de ce sentiment de honte, voire même de peur. Les outils, pour y arriver, vous avez la boîte à outils, les incontournables. Là, vous pouvez y aller donc via ce QR code et sinon, vous allez sur le site directement bao-incontournable.fr. C'est une boîte à outils qui a été travaillée avec 37 organisations, dont des entreprises, des OPCO, des fédérations, des organismes de formation, les centres de ressources, et qui a permis de vraiment cibler les outils qui sont pour nous incontournables pour accompagner le salarié et accompagner les entreprises pour accéder à la formation. C'est une démarche de 8 étapes qui permet d'informer, vraiment d'impliquer, de permettre de repérer, d'élaborer des plans d'action, d'avoir des cahiers des charges type, donc pré-remplis, de co-construire des offres de formation, de former les salariés et d'évaluer le projet donc global dans une amélioration continue. Donc là, vous avez accès, donc c'est accessible à tous, c'est un outil gratuit et qui vous permet d'avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir accompagner vos salariés. Le deuxième outil qui fait partie de cette démarche, précisément de l'étape 3 de cette démarche, c'est Evagile. C'est un outil de diagnostic rapide et gratuit pour vous aider à avancer. Ça vous permet principalement de mesurer les risques de l'illettrisme et donc vraiment au sein de votre organisation et il permet de détecter des situations révélatrices de problématiques d'illettrisme et vraiment, il vous donne des indices sur toutes ces stratégies d'évitement, de contournement, mais également des coûts cachés des situations d'illettrisme dans une organisation. Donc, pour y accéder, c'est aussi simple également. Vous avez le site evagile.fr et ça vous permet de vous mettre en relation également avec votre OPCO qui pourrait prendre le relais pour pouvoir vous accompagner dans la mise en place d'un plan d'action. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, on a dépassé les 21 000 donc, organisations qui ont passé le test Evagile. Plusieurs salariés ont été formés dans plusieurs structures, des structures de l'IAE, des structures donc des grandes entreprises comme des petites entreprises. Donc, n'hésitez pas à aller sur ces deux outils, n'hésitez pas à nous contacter et on est là pour vous accompagner et soutenir. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, on a répondu, Hervé et moi-même, pour partie dans la conversation. On avait une question, Lamia, sur Oui. l'action pour le retour à l'emploi et le soutien qui peut être proposé au travers des emplois occupés. Est-ce que ça fait partie de notre champ d'action ? Alors, sur la question du retour, on est sur la logique de sécurisation de parcours. Et par rapport au retour à l'emploi, le travail avec France Travail, donc actuellement, est très important, puisque il est très important de sécuriser l'étape. La première étape, c'est l'étape de recrutement
hein, donc du futur salarié, mais également, quand on parle du recrutement, c'est vraiment cette étape d'intégration dans une entreprise, elle est très, très importante. On le voit avec les alternants, mais on le voit avec les salariés donc en CDD ou en CDI. Cette période d'intégration, elle est cruciale et il est très important de prendre en considération les difficultés dès le départ et de permettre aux salariés d'être accompagnés pour pouvoir vraiment intégrer facilement l'entreprise et surtout d'y rester. Le maintien dans l'emploi, il est très, très important. J'espère avoir répondu à cette question. Oui, comme dit Lamia, c'est d'autant plus important que on voit bien que les personnes qui restent au chômage après 2 ans sont beaucoup plus concernées par l'illettrisme. En réalité, on fait l'hypothèse que si on n'anticipe pas avant les ruptures, si on n'est pas dans une approche un peu, je dirais, offensive avant les transformations, avant que les transformations ne produisent leur impact. On le voit sur les transformations au travail avec les reconversions qui sont à l'œuvre dans l'automobile, mais dans d'autres secteurs, on coopère avec des entreprises qui mettent en place des plans d'action parce que les façons de travailler, de produire, les transitions aussi font que, voilà, pour les moteurs thermiques, c'est presque terminé. On passe à l'électrique. Il y a d'autres façons de produire et donc les constructeurs mettent en place des stratégies. Si on n'anticipe pas, si on n'agit pas avant que les problèmes surviennent, on va dire, ensuite, mais ça c'est vrai, enfin ensuite les difficultés sont plus difficiles à surmonter. C'est vrai aussi pour les habilitations toutes simples, hein, habilitation électrique ou une personne qui conduit un chariot élevateur, on lui demande une certification, un CACES, alors qu'elle était autorisée, elle n'a pas le CACES, mais elle doit passer le CACES. Ça vaut pour les La métiers de sécurité. la sécurité aussi. Voilà, il y a des habilitations qui font que c'est à ce moment-là, alors qu'un salarié donnait complètement satisfaction et était pas moins motivé, pas moins compétent que tous les autres salariés. Mais quand il s'agit d'utiliser une plateforme numérique, de lire, d'écrire, d'expliquer ce qu'on a fait, de trouver des preuves de ce qu'on a fait, d'argumenter tout ça, c'est là qu'on s'aperçoit que voilà, le salarié est en difficulté. Donc, nous, vraiment, on engage les branches professionnelles avec lesquelles on travaille et les entreprises et les CPNE aussi. On intervient dans des CPNE à vraiment à agir en amont, le plus en amont possible. Ça nous paraît essentiel. Et puis, et bien sûr, on coopère avec France Travail, Lamia l'évoquait, à l'outillage Mhm. des conseillers, des équipes, à la connaissance. Et France Travail est très mobilisé pour ces journées nationales d'action. Il y a un quiz qui va être diffusé cette semaine pour tous les collaboratrices et collaborateurs. Enfin, voilà, il y a une grosse mobilisation, mais qui doit encore s'amplifier. On constate que l'illettrisme recule ces dernières années, mais on ne peut pas se satisfaire du fait qu'il y a encore plus de la moitié d'1,4 million personnes qui travaillent et qui soient encore en situation d'illettrisme. Donc nous, on engage vraiment tous les partenaires, les pouvoirs publics, les collectivités, tous ceux qui peuvent décider à prendre conscience du problème. C'est notre rôle de donner des chiffres avec l'observatoire, mais aussi et surtout à se donner une ambition forte qui ferait que plus aucune personne ne devrait sortir d'un dispositif d'insertion ou Ça. d'inclusion en étant encore en situation d'illettrisme. Donc Mhm. on agit vraiment pour que il y ait non pas un repérage systématique, ça n'a pas de sens, mais que chaque fois qu'une personne a envie de réapprendre ou a envie d'apprendre ou que les conditions sont réunies pour ça, qu'elle puisse trouver une solution, qu'elle puisse être accompagnée, qu'elle puisse avancer. Mais ça ne peut se faire que si on crée autour des personnes une sorte de chaîne de solidarité un peu pour que les conditions soient réunies, si vous voulez. Donc c'est très très important que vous soyez bien alertés sur l'existence de ce problème. Mais peut-être que vous avez des témoignages où cette question elle vient d'une manière ou d'une autre dans votre quotidien.
En tout cas, il y a deux questions qui rejoignent ce que tu viens de dire, Hervé. Comment réussir à convaincre un salarié réticent sans le mettre en situation délicate, où les salariés peuvent avoir honte de leur situation et ne pas oser le dire malgré l'information? Comment les encourager à faire les démarches pour le dire? Peut-être, Lamia, tu peux Oui. apporter un éclairage, parce que tu as beaucoup d'expérience dans ce domaine. Moi, je Ouais, me alors, bornerais juste à dire que une action collective, ça peut faire tomber un certain nombre de c'est ça. barrières. Et Lamia, je te... Alors, par rapport à ça, la question de comment communiquer pour convaincre et mobiliser, je vais vous donner l'exemple d'une entreprise, hein, donc du groupe Renault Retail, qui a fait le choix de communiquer à tout le monde, sans exception. Il a envoyé l'information, il a communiqué à tout le monde sur la question de l'importance de développer les compétences de base donc des salariés, et on était dans une logique de compétences. Donc le lien entre compétences de base et compétences collectives a été mis en avant. Et pour y arriver, ils ont décidé de vraiment s'attaquer à des questions très importantes pour eux, la question de la sécurité et la question de la qualité de vie et conditions de travail. Et donc, c'est dans ce cadre-là, ils ont choisi l'entrée donc d'information pour tout le monde, l'entrée sécurité pour dire que c'est très important que tous les salariés soient formés pour qu'il n'y ait aucun accident de travail. Donc, ambition très importante sur la question de la sécurité. Et la deuxième, c'est le lien entre la qualité de vie et la gestion des compétences. Et ils ont fait le choix d'encourager tout salarié qui a un projet, hein, dans une logique de GPEC ou GEPP, de manifester son intérêt pour comment élaborer son projet et comment le réaliser. Et le fait de mettre en avant les capacités dans une démarche bienveillante par le manager, mais pas que, hein, par tout le monde, ça permet aux salariés de ne pas se sentir visés et de se dire bah, j'ai besoin de monter en compétences pour être plus efficace sur la question de la sécurité. Donc, on parle de compétences, d'accord? Et j'ai besoin de vraiment travailler mon projet professionnel et d'être encore plus autonome dans sa réalisation. Et du coup, on est sur une logique de projet et de parcours professionnel. Ça, c'est quelque chose de très important et qui est mise vraiment en avant par exemple, là, je vous ai donné l'exemple de Renault. D'autres, le groupe Colas, par exemple, a fait le choix d'aller sur les compétences de base via la question de l'électronisme. On sait que toutes les organisations maintenant sont en train en transformation. On met en place des outils, des applis métiers, des coffres-forts numériques, voilà, donc des intranets et tout. Et ils veulent que tous les salariés soient vraiment opérationnels sur la question du numérique. Le numérique, si vous voulez, peut être une stratégie, d'accord, pour vérifier et travailler les autres compétences. Et l'agence a développé des démarches comme la démarche Duplex qui permet de travailler donc les compétences de base grâce au numérique, et le numérique via bien sûr les compétences de base. C'est un petit clin d'œil à Elie Maroun qui est là également. Alors, on a une question sur est-ce qu'il existe est-ce qu'on a des exemples de coaching interne par ses pairs pour aider des personnes concernées? Il y a des initiatives qui visent à Ouais. conforter le travail qui est fait dans des centres de formation pour adultes avec des organismes de formation. C'est notamment le cas dans la propreté. Il y a un mouvement, une association qui s'appelle Stop Illettrisme et qui propose à des collaboratrices, collaborateurs de s'impliquer un peu comme médiateurs ou un peu comme répétiteurs, si vous voulez, des mentors, voilà, pour prolonger ce qui est acquis en formation. Avec un soutien qui peut s'exercer le soir, voilà. Donc, ouais, ça existe. Enfin, à notre connaissance, il y a cette approche. C'est vrai aussi que les solutions plus classiques de prise en charge de l'illettrisme, elles reposent aussi beaucoup sur l'implication de l'encadrement de proximité.
les actions qui fonctionnent, celles qu'on a identifiées comme celles qui marchent, si vous voulez, elles reposent souvent sur une implication de l'encadrement de proximité et aussi une formation de l'encadrement de Bien sûr. proximité. Et donc, ça peut aider aussi à accompagner les personnes concernées à être peut-être comme délégué syndical, représentant du personnel. Vous pouvez avoir une relation peut-être un peu privilégiée, je dirais, avec certains salariés qui oseront peut-être plus facilement s'ouvrir de leurs difficultés auprès de vous. C'est important que vous ayez aussi en tête qu'il y a un numéro vert qui existe, qui peut être, voilà, qui peut donner une information sur l'offre de, de services. Avez-vous des retours sur des expériences de formation en situation de travail avec des salariés en situation d'illettrisme? Alors, la question de apprendre en faisant, parce que là c'est quelque chose de déjà donc prouvé et c'est vrai que plusieurs entreprises, exigent ou demandent à ce que, la contextualisation de l'offre de formation et que, les formateurs ou les organismes de formation partent de situations de travail. Dans les incontournables, la boîte à outils Les incontournables, vous avez des exemples dans l'étape 6. Donc il y a l'étape 6 et 7. Vous allez trouver vraiment comment la FEST ou l'action de formation en situation de travail peut donc être un outil, un avantage pour pouvoir accompagner donc le salarié sur son poste de travail et du coup donc la contextualisation de la formation permettrait de faciliter donc l'apprentissage. C'est vrai on peut dire que les outils qui sont utilisés pour la formation par les organismes de formation, ils sont puisés dans des écrits authentiques et des écrits professionnels. Et donc la formation, elle peut s'envisager aussi dans un, voilà, sur la base de ce que les personnes ont à faire au quotidien dans leur travail. Et Mmh. c'est pas hors sol et c'est pas déconnecté, je dirais, de leur, du quotidien des personnes. Donc les Bien formatrices et sûr. formateurs vont chercher, vont puiser aussi des situations Mmh concrètes. mh. Cette approche intégrée, on peut la trouver aussi dans l'accompagnement des apprentis, puisque là, on est sur des logiques aussi de réussite de ces jeunes qui, pour certains, risquent d'abandonner leur contrat d'apprentissage s'ils ne maîtrisent pas la lecture, l'écriture Mmh, 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 mmh. pour avoir leur certificat, continuer à se former. C'est très important. Donc là, on voit bien comment, dans les centres de formation d'apprentis, on peut combiner les deux aussi plus facilement. C'est le cas, on a commencé tout à l'heure avec le témoignage des fonctionnaires donc des salariés, donc on va dire des agents de la fonction publique hospitalière. Il y a beaucoup d'actions, par exemple, d'agents au sein des établissements et les organismes de formation qui sont habilités, pour accompagner ces agents-là, interviennent au sein des établissements et parfois pour, par exemple, des ASH ou des aides-soignants, ils utilisent l'espace et mobilisent l'espace même de travail comme une chambre, de malade, par exemple, qui peut devenir un lieu, hein, donc de mise en situation. Ça a déjà été le cas, par exemple, en Île-de-France comme en région, Aura. Bien, eh bien, je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. J'ai envie de vous remercier très chaleureusement, Hervé, Virginie et Lamia pour les apports que vous nous avez donnés ce soir. Vous avez évoqué quelques entreprises qui ont des actions RH, voilà, pour lutter contre l'illettrisme et rendre les personnes en situation d'illettrisme ou d'électronisme plus autonomes. Je pense qu'il y a un rôle syndical extrêmement important, à double titre au Clair. sein de l'entreprise, d'une part, Mmh, et il nous revient en effet d'être des appuis, des relais, voire de mener, de construire nos propres actions. Certainement avec votre aide, avec tous les outils que vous avez pu alors aujourd'hui présenter, mais qui sont très bien répertoriés sur le site. Pouvez-vous donner l'adresse exacte du site du site de Mais l'ANLCI? alors, c'est anlci.gouv.fr.
Mais on va vous Voilà. l'écrire parce que souvent on inverse le N, le L. Exactement, Ouais, ouais. exactement, ce qui est un comble pour une action d'illettrisme. Et il y a le numéro vert 0811 10 35. Euh, donc nous avons un rôle en tant qu'organisation syndicale et en tant que syndicaliste au sein des entreprises pour développer des actions d'aide aux personnes en situation d'illettrisme ou d'électronisme. Et puis, en tant que responsable syndical, nous siégeons dans beaucoup d'organisations. Alors il a été question des OPCO, par exemple. Eh bien, c'est aussi une manière d'appuyer et de construire des partenariats pour vraiment agir de manière démultipliée et avoir des actions à la bonne échelle pour ces personnes qui sont en difficulté. Il y a eu relativement peu là de témoignages sur ces questions-là. Nous avons décidé de continuer notre relation avec la NLCI. Donc il y aura d'autres actions avant la prochaine semaine en septembre 2025. Ce sera désormais une action un petit peu continue. Et donc j'espère qu'on sera une ressource pour les managers, les experts, les chefs d'équipe, voilà, les managers de proximité pour pouvoir agir aux côtés de ces publics-là et donc agir contre l'exclusion de manière la plus efficace possible. Eh bien, écoutez, pour cette heure extrêmement claire, et déjà on voit quelques messages qui remercient et qui félicitent nos intervenants de la qualité du webinaire. Un grand merci et écouter ce webinaire en replay est tout à fait possible. Et à bientôt. Merci pour vos Merci encouragements. À beaucoup. bientôt. Merci. Merci pour À votre bientôt. participation. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir.